Ma nièce a envoyé sa liste de Noël, un sac à main à 2000 €, des iPhone 18 et un acompte pour ma future Tesla. Elle a envoyé un message, tu es la tante riche. Fais en sorte que ça arrive. J'ai souri. Le matin de Noël, un camion s'est arrêté avec 15 cartons. Ils les ont ouverts. Chaque carton était vide, sauf un. À l'intérieur, il y avait un mot, leçon numéro 1, la gratitude. 10 minutes plus tard, la maison a explosé. Tout a commencé par un message. Pas de « Joyeux Noël ». Pas de « Comment vas-tu ». Pas même un mème. Juste un mot de ma sœur, Mathilde, tu es la tante riche. Fais en sorte que ça arrive. Pas de contexte, pas d'émoji, juste de l'exigence, pure et simple. Au début, j'ai cru qu'elle plaisantait, mais ensuite, j'ai fait défiler l'écran. Il y avait une photo de la liste de Noël de ses enfants, écrite à la main au marqueur noir sur un tableau en carton, comme s'il la présentait à une délégation des Nations Unies. 3 noms, 3 colonnes. Le premier article dans chaque colonne, un sac Louis Vuitton pour l'aîné, des AirPods personnalisés avec son nom gravé pour le cadet, et la plus jeune voulait un acompte pour ma future Tesla. Ces mots, ils avaient même écrit futur comme s'ils étaient pragmatiques. Et la cerise sur le gâteau, Mathilde avait ajouté sa propre ligne en bas, aussi, peut-être que tu pourrais ajouter un sèche-cheveux Dyson pour moi. J'ai eu une année difficile, n'est-ce pas? Une année difficile. Pendant ce temps, j'avais passé les 12 derniers mois à financer cette année difficile. J'avais payé sa facture d'électricité 2 fois, lui avais envoyé 2000 € par mois comme une horloge, et j'avais même couvert ses réparations de voiture en mai quand elle ne pouvait pas faire face à ses responsabilités d'adulte. J'avais acheté des courses pour les enfants plus d'une fois, et payé 2 fêtes d'anniversaire complètes, dont l'une avait un château gonflable et un zoo pour enfants. Je lui ai répondu tout de suite, et, je dois réduire un peu. Pas de gros cadeaux cette année, d'accord? Elle n'a même pas demandé pourquoi, elle a juste répondu, mais ne sois pas bizarre. Ils s'attendent à quelque chose de grand. Cette réponse a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pas même un merci pour tout. Pas même un « j'espère que tu vas bien ». Juste des attentes. C'était comme si j'étais devenue sa banque personnelle avec un E. Je suis restée là, fixant mon téléphone, et j'ai réalisé quelque chose, ça n'allait jamais s'arrêter. J'avais créé un monstre, une fête d'anniversaire, un virement bancaire à la fois. Mais ce Noël ne serait pas le même. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis mise au travail. Pas pour faire du shopping, mais pour planifier. J'ai demandé un service à une amie qui dirigeait un service de livraison. J'ai loué un camion. J'ai acheté 15 grands cartons, du papier cadeau de qualité supérieure, des rubans, même des étiquettes avec leur nom. Je voulais que cela ressemble à la livraison de cadeaux la plus extravagante de la décennie. Le matin de Noël, je me suis garée devant la maison de Mathilde avec le camion. Les enfants étaient déjà dehors dans des pyjamas de Noël assortis. J'ai klaxonné une fois et j'ai ouvert l'arrière. Cri, saut. L'un d'eux a crié, elle l'a encore fait. Comme si j'étais le Père Noël 2.0. Ils ont transporté les cartons à l'intérieur comme s'ils portaient un trésor. Tout le monde regardait. Ma mère, mon père, les 3 petits gobelins du chaos de Mathilde, quelques cousins, et même grand-mère dans son vieux fauteuil inclinable, sirotant du cidre. Mathilde m'a donné un sourire suffisant, comme si elle avait gagné. Un par un, ils ont déchiré les cartons. Le premier contenait un seul rouleau de papier toilette. Le second contenait des cacahuètes de polystyrène et une note qui disait « Tout ce qui est grand n'est pas précieux ». Un autre contenait une boîte à chaussures emballée avec rien à l'intérieur. Un carton contenait juste un miroir. Un autre contenait une note qui disait « Que rapportes-tu aux autres ?» Ils étaient confus, silencieux, tendus. Mathilde a essayé de garder l'ambiance légère, en disant des choses comme « Oh, c'est une énigme, n'est-ce pas ?» Mais ses enfants commençaient déjà à pleurer. Puis la plus jeune a ouvert le dernier carton. À l'intérieur, il y avait une petite enveloppe noire, parfaitement scellée. Elle l'a ouverte et a lu à voix haute, leçon numéro 1, la gratitude. C'est à ce moment-là que l'ambiance a changé. Mathilde s'est levée rapidement,
a commencé à me demander ce qui se passait. Ma mère avait l'air mal à l'aise. Mon père avait ce demi-sourire, comme s'il attendait que quelqu'un le dise à voix haute. Un cousin a reniflé dans son cidre et grand-mère a juste siroté. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri et je me suis rassise. 10 minutes plus tard, la maison a éclaté. Au début, ce n'était que du bruit, des voix qui se chevauchaient, des rires forcés, et ce mélange horrible de larmes forcées et de confusion. Les enfants geignaient, assis sur un tas de cartons vides, l'air trahi. Le visage de Mathilde était devenu rouge vif. Ma mère répétait, « Tout le monde, calmez-vous. Ouvrons les brioches à la cannelle. » Comme si le sucre allait réparer ce qui allait se passer. Mathilde a attrapé l'enveloppe noire de la plus jeune et s'est approchée de moi avec. Elle la tenait comme une preuve. « Qu'est-ce que c'est, Amélie ? Une sorte de blague ? » Je n'ai pas dit un mot. Les yeux de mon père étaient rivés sur la télévision, mais je pouvais dire qu'il écoutait. Tout le monde l'était. Mathilde a commencé à faire les 100 pas. Elle ne faisait même plus semblant. « Tu penses que tu donnes une leçon à mes enfants ? Tu les as embarrassés devant tout le monde. Tu m'as embarrassée. » Elle a continué à parler, sa voix montant. « Tu as toujours dû être celle qui contrôlait, n'est-ce pas ? La parfaite, la réussie. Tu penses que jeter de l'argent te rend meilleur que nous. Je n'ai donc pas parlé. » Ma mère a posé sa main sur l'épaule de Mathilde, lui murmurant quelque chose pour la calmer. Ça n'a pas marché. Puis est venue la partie que j'attendais. Tu as tout cet argent dont tu n'as même pas besoin. Pourquoi est-ce si difficile pour toi d'aider ta famille ? C'était ça. La pièce est devenue silencieuse. Même les enfants ont arrêté de pleurer. J'ai pris une grande inspiration et je me suis levée. Mon père a éteint la télévision. J'ai regardé Mathilde, puis tout le monde. Tu veux parler d'aide ? Parlons-en. J'ai envoyé à Mathilde plus de 20 000 € cette année seulement. Chaque mois, j'ai couvert ses factures, payé ses réparations de voiture, payé les vêtements d'école, les fêtes d'anniversaire, les courses, tout. Ma mère a essayé d'interrompre. Amélie, pas maintenant. Non, j'ai dit maintenant, parce que chaque fois que j'essaie de fixer une limite, elle la déplace. J'ai pointé Mathilde du doigt. Tu m'as envoyé une liste de Noël demandant un sac Louis Vuitton, des iPhones pour chaque enfant, et un acompte pour une Tesla pour un enfant. Et quand j'ai dit non, tu m'as dit de faire en sorte que ça arrive parce que je suis la tante riche. L'air était lourd. Mathilde est restée figée, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortait. Mes tantes ont échangé des regards, puis ont commencé à marmonner des excuses. L'une d'elles a dit que Mathilde était juste fatiguée et qu'il était difficile d'être une mère. Quelqu'un d'autre a ajouté, « Amélie, tu ne comprends pas. Tu n'as pas d'enfant. » Cette phrase. Cette même phrase qu'ils utilisent toujours pour justifier tout ce que fait Mathilde. Pendant ce temps, mon père regardait toute la scène, les bras croisés, sans dire un mot. Il n'est pas du genre bruyant, mais on peut toujours dire de quel côté il est. Puis grand-mère, silencieuse jusqu'à présent, s'est penchée en avant dans son fauteuil inclinable. Peut-être que la gratitude serait un bon début, a-t-elle dit. C'est tout ce qu'elle avait à dire. La pièce est devenue silencieuse. Même la playlist de Noël en fond sonore semblait gênante. Je pouvais voir les faux sourires disparaître. Mathilde a commencé à pleurer alors. Pas le genre qui vient de la culpabilité, le genre que les gens utilisent quand ils veulent des témoins. Ma mère est immédiatement passée en mode gestion des dégâts, étreignant Mathilde et me regardant avec un air furieux, comme si j'avais donné un coup de pied à un chiot. Mes tantes ont commencé à se chuchoter des choses sur la façon dont c'était si inutile. Mais mon père s'est levé, s'est approché de moi et a dit calmement, « Rentrez chez vous, Amélie. Vous en avez fait assez aujourd'hui. » Alors je l'ai fait. J'ai dépassé le sapin, dépassé la montagne de papier cadeau déchiré, et je suis sortie dans le froid. J'entendais encore la voix de Mathilde à travers la porte, pleurant auprès de notre mère sur la façon dont j'avais été cruelle. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis préparé une boisson et j'ai ouvert Facebook par habitude. La première chose que j'ai vue, un post de Mathilde. Certaines personnes pensent que l'argent les rend meilleurs, mais la vraie famille ne met pas de prix sur l'amour.
Il avait déjà une trentaine de likes, principalement ses amis du lycée et un de nos cousins qui cherche toujours le drame. Je n'ai pas commenté. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste cliqué sur bloquer. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement silencieux, les lumières éteintes sauf celle du sapin, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait me sentir à la fois calme et furieuse. Mathilde n'allait pas s'arrêter tant que quelqu'un ne la forcerait pas, et cette personne devait être moi. Le lendemain de Noël, je pensais que le drame allait enfin se calmer. Je me suis dit que Mathilde bouderait quelques jours, peut-être lancerait quelques commentaires passifs-agressifs dans le groupe de discussion, et passerait à autre chose. J'avais tort. Elle ne faisait que commencer. Au moment où je suis sortie du lit, mon téléphone s'était déjà allumé avec un message de notre mère. Peux-tu juste envoyer un petit quelque chose pour les enfants pour compenser hier? Même quelques cartes cadeaux? Ils étaient vraiment bouleversés. Oh, comment vas-tu? Aucune mention de ce qui s'était réellement passé. Juste une plongée rapide dans la culpabilité, comme si j'étais celle qui avait gâché Noël. J'ai regardé le message pendant quelques minutes et je n'ai pas répondu. À 11h43, un autre est arrivé. Cette fois de tante Patricia, qui parvient toujours à se mêler des affaires de tout le monde sans jamais y être invitée. Ma chérie, je n'essaie pas de prendre parti, mais Mathilde a dit que tu avais jeté les cadeaux et dit à ses enfants qu'ils ne méritaient rien. Je sais que tu as beaucoup à faire, mais ça ne te ressemble pas. Cela a donné le ton. Je n'étais pas seulement peinte comme avare. J'étais peinte comme cruelle. Apparemment, j'étais maintenant la tante maléfique qui avait gâché Noël avec un sourire. Je ne savais pas quoi dire. L'histoire qu'elle racontait n'était même pas une version déformée de la vérité. C'était de la pure fiction. Je n'avais pas touché un seul cadeau. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais pas dit un mot aux enfants, sauf Joyeux Noël. Mais Mathilde avait pris le silence dans la pièce, l'avait mélangé à ses larmes, et avait réécrit tout le récit. Dans l'après-midi, les mensonges se sont répandus rapidement. Un de mes cousins m'a envoyé un message sur Instagram pour me demander s'il était vrai que j'avais crié sur les enfants et leur avais dit qu'ils étaient de petits monstres avides. Apparemment, Mathilde avait été occupée. Elle a posté une histoire vague sur Facebook. Une personne riche peut gâcher Noël avec une seule phrase, mais nous enseignons la résilience à nos enfants. Ils iront bien. Et puis, en dessous, une photo de ses enfants sur le canapé, l'air triste, avec la légende, ils ne méritaient pas ça. Je n'ai même pas essayé d'expliquer. Que dirais-je? Non, en fait, j'ai dépensé plus de 20 000 € cette année pour ta sœur et ses enfants. Et la seule fois où j'ai dit non, elle s'est effondrée et a menti à ce sujet. Personne ne veut entendre la version rationnelle. Ils veulent le drame. Et Mathilde leur a donné avec des nœuds et des filtres. Vers 17h, j'ai finalement appelé la seule personne qui n'aurait pas besoin d'explication. Mon père a décroché et a dit « Je me demandais quand vous alliez appeler ». Nous avons parlé pendant près d'1 heure. J'ai tout déballé. Pas seulement le désordre du matin de Noël, mais tout le schéma, les demandes d'argent constantes, les fausses urgences, la façon dont Mathilde traitait mon aide comme si c'était son droit, et non une gentillesse. Je lui ai dit que j'en avais fini, que je n'enverrais pas un sou de plus. Ni pour les factures, ni pour les urgences, ni pour une Tesla, et certainement pas pour des cartes cadeaux de supermarché. Il n'a pas dit grand-chose avant que je ne finisse. Puis il a dit, bien. Vous auriez dû arrêter il y a longtemps. Je m'occuperai de votre mère. Et il l'a fait. Cette nuit-là, alors que je me versais un verre de vin et que j'essayais d'oublier que les fêtes avaient eu lieu, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois de ma cousine Jeanne. Que as-tu fait? Tes parents se crient dessus. Ton père a dit à ta mère que Mathilde te vidait depuis 1 an et elle a perdu les pédales. Apparemment, papa a tout déballé. Il a dit à maman qu'elle avait autant rendu Mathilde capable de m'utiliser que Mathilde m'avait utilisé. Maman l'a accusé de choisir l'argent plutôt que la famille. Papa lui a dit, non, je choisis l'équité. Amélie n'est pas une banque. La dispute est devenue assez forte pour que Jeanne, qui habite à 2 portes, puisse entendre les cris depuis le porche. À un moment donné, maman a même dit que j'avais perdu mon cœur et que quand les gens ont de l'argent, ils oublient leurs racines.
Papa a rétorqué, non, ce qu'elle a oublié, c'est comment être utilisé. Cette phrase m'est restée. Le lendemain matin, maman m'a envoyé un dernier message, juste 3 mots froids, on se parlera plus tard. Je ne l'ai même pas ouvert. J'ai juste supprimé le fil de discussion et bloqué son numéro. Pas d'annonce, pas d'adieu dramatique. J'avais juste besoin d'espace. Plus tard dans la journée, Mathilde a posté un nouveau statut. La famille sera toujours là, à moins qu'elle n'ait jamais vraiment été une famille au départ. 35 likes, 5 commentaires, principalement de la sympathie. L'un venait d'une femme nommée Chloé, que je suis sûre à 99% que Mathilde n'a pas vue depuis le lycée, disant « Désolée ma belle. Tu t'en sors très bien. » Et là, j'étais assise dans un appartement silencieux décoré de mon propre sapin, sirotant un café, et réalisant quelque chose de très clair pour la première fois. Je soutenais sa vie depuis si longtemps. Elle avait oublié que ce n'était pas la sienne. Mais maintenant, elle était sur le point de s'en souvenir. Les jours suivants ont été calmes de la pire des manières. Pas paisibles, tendus, comme si tout le monde se regroupait. Je n'ai plus eu de nouvelles de maman, ce qui était à la fois un soulagement et une irritation. Je savais qu'elle mijotait probablement dans sa chambre, attendant que je revienne en rampant pour clarifier les choses afin qu'elle puisse aussi se sentir victime. Mais le silence n'a pas duré. 3 jours après Noël, j'ai reçu un email. Pas un SMS, pas un message vocal, un vrai email de Mathilde. Objet, offre finale. Elle a écrit 2 paragraphes. Le premier était sa version d'un traité de paix. Elle a dit qu'elle était prête à avancer si je pouvais reconnaître le mal fait à ses enfants et leur envoyer des cadeaux tardifs d'une valeur égale à ce que leurs cousins avaient reçu cette année. Elle a inclus une liste. Cette fois, les articles étaient plus modestes, ce qui, honnêtement, rendait les choses pires, comme si elle essayait de me manipuler pour me faire sentir coupable à nouveau. Le deuxième paragraphe, c'est là que ça devenait intéressant. Elle a écrit « Si vous choisissez de ne pas répondre, je pourrais avoir une conversation très honnête avec le reste de la famille sur les raisons pour lesquelles vous vous êtes éloigné de nous, y compris des choses que vous ne voudriez probablement pas partager. » Il m'a fallu une seconde pour absorber ce que je lisais. Me menaçait-elle ? Et puis ça m'a frappé, elle ne menaçait pas seulement, elle faisait du chantage. Je n'avais aucune idée des choses auxquelles elle faisait référence, car honnêtement, ma vie est assez ennuyeuse. Mais connaissant Mathilde, ça n'avait pas besoin d'être réel. Il fallait juste que ça ait l'air assez croustillant pour attirer l'attention. J'ai imaginé l'histoire qu'elle allait raconter. Que j'étais amère, peut-être même mentalement instable. Que j'avais toujours détesté être la célibataire de la famille et que je faisais maintenant des histoires pour attirer l'attention. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas non plus supprimé l'email. Le même après-midi, j'ai rappelé mon père et je lui ai tout raconté. Il m'a demandé de lui transférer l'email. Je l'ai fait. Moins de 5 minutes plus tard, il a rappelé et a dit « Je m'en occupe ». Je ne savais pas exactement ce que cela signifiait, mais le lendemain matin, le groupe de discussion familiale, qui était resté pratiquement mort depuis l'explosion, s'est rallumé. Cette fois, c'est Mathilde qui a été prise au dépourvu. Papa a posté un message complet décrivant tout ce qu'il avait appris sur la situation. Pas d'émotion, juste des faits. 2 000 € par mois pendant 12 mois. 1 500 € de réparation de voiture. 600 € de dépenses pour les fêtes d'anniversaire. 700 € pour les achats de rentrée scolaire. Il a ajouté que tous les reçus et virements bancaires étaient documentés. Il a terminé par « Amélie n'est pas votre fonds d'urgence. Si vous voulez une Tesla, trouvez un travail. Ceci n'est pas discutable. » Le chat familial a explosé. Tante Patricia a quitté le groupe en moins de 10 minutes. Un cousin m'a envoyé un message privé. « Ok, waouh, je n'avais pas réalisé que c'était comme ça. Désolé d'avoir jugé. » Et Mathilde, elle est restée silencieuse pendant quelques heures. Puis elle a posté un coup de gueule sur Facebook si dérangé que quelqu'un l'a imprimé et me l'a envoyé avec la légende « Ta sœur a pété les plombs ». Elle a écrit qu'elle était victime d'abus financiers, que ses enfants étaient publiquement humiliés et que les gens avec de l'argent devenaient souvent toxiques quand ils se sentaient supérieurs. Elle m'a même accusé d'enregistrer des conversations privées et de les utiliser contre la famille.
À ce moment-là, je m'attendais à moitié à ce que quelqu'un appelle les services sociaux juste parce que je respirais. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas est arrivé 2 nuits plus tard. Je venais de finir de dîner quand l'interphone de mon immeuble a sonné. Je n'attendais personne, alors j'ai vérifié la caméra et elle était là, Mathilde, debout devant mon immeuble, tenant sa plus jeune dans un bras et les 2 autres derrière elle, l'air ennuyé et mal habillé pour l'hiver. Je n'ai même pas eu le temps de réagir avant que l'interphone ne sonne à nouveau. J'ai décroché. Elle est allée droit au but. Tu ne vas pas m'ignorer. J'ai besoin de te parler. Les enfants ont besoin d'aide. Nous logeons chez grand-mère maintenant et ça ne marche pas. Nous avons besoin que tu nous aides. Aider, comme si j'étais restée assise tout ce temps. Je n'ai pas dit grand-chose. Je lui ai juste dit non et j'ai raccroché. Je n'ai même pas ouvert la porte. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre email. Objet, si tu ne veux pas m'aider, au moins prends les enfants. Tu leur dois ça. Je n'ai pas répondu. Ce fut le dernier message que j'ai reçu d'elle. Après ce dernier email, celui où elle proposait de me donner ses enfants comme s'ils étaient des retours de produits défectueux, j'ai su que je devais partir. Pas seulement émotionnellement, mais physiquement. Je ne pouvais plus rester dans cet appartement, à attendre la prochaine manipulation, la prochaine explosion, le prochain cousin qui m'appellerait pour demander ce qui s'était vraiment passé. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je sursautais. Ce qui m'a finalement poussé n'était même pas Mathilde, mais mon patron. Nous étions en réunion hebdomadaire quand il s'est arrêté et a dit « Ça va ? Vous avez l'air distraite dernièrement. » Burn-out ? J'ai hoché la tête et les mots sont sortis sans même que je les ai planifiés, je pense que j'ai besoin d'une pause. Il a approuvé instantanément. J'avais des jours de congés accumulés parce que je n'avais jamais pris de vrais congés. J'ai tout déconnecté ce jour-là et je suis rentrée chez moi. Je me suis assise au bord de mon lit, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai réservé un vol aller simple pour l'Arizona. Pas de famille, pas d'amis, pas d'obligations, juste de la chaleur, de l'espace et du silence. Je n'ai rien dit à personne. J'ai désactivé ou localisé mon iPhone, j'ai arrêté de partager ma position avec qui que ce soit de ma famille et j'ai utilisé une carte de crédit séparée au cas où Mathilde, ou pire, ma mère, deviendrait curieuse. L'Airbnb était une petite maison d'amis derrière la vraie maison de quelqu'un. Le genre d'endroit où l'on entend des cigales au lieu de sirènes et où l'on peut voir les étoiles la nuit sans que les lumières de la ville ne les noient. L'hôte a laissé un mot de bienvenue et 3 oranges fraîches dans un bol. Ce fut le premier geste de gentillesse que j'ai reçu depuis des semaines qui n'était pas assorti de conditions. Pendant les 48 premières heures, je n'ai pas consulté mon téléphone, je n'ai pas répondu aux emails, je n'ai même pas ouvert Instagram. J'ai lu un livre de poche acheté dans une friperie, j'ai roulé à vélo sur un vieux vélo de croisière dans le quartier calme, et j'ai fait de longues promenades dans un jardin de cactus à proximité. Le 3e jour, j'ai recommencé à dormir, et pour la première fois depuis des mois, je ne rêvais plus de Mathilde qui se présentait sans invitation ou de ma mère qui pleurait au téléphone en me demandant pourquoi j'étais si froide. Mais le silence ne dure pas éternellement. Le 6e jour, j'ai cédé et j'ai ouvert Facebook, non pas pour publier, juste pour regarder. Grosse erreur. La première chose que j'ai vue était une photo floue des enfants de Mathilde assis sur le canapé de quelqu'un. Pas chez grand-mère. Légende, nouvel endroit. Pas ce à quoi ils sont habitués, mais nous sommes des survivants. Il y avait d'autres posts, tous vagues, tous directs. Rien de tel que d'être trahi par la personne qui vous a vu grandir. Certaines personnes ont plus besoin d'argent que d'une âme. Imaginez choisir des dollars plutôt que le sang. Mais les commentaires avaient changé. Quelques vieux amis étaient toujours là, laissant des cœurs et des messages d'encouragement, mais d'autres n'y croyaient plus. Une personne a écrit « Elle n'habitait pas chez grand-mère jusqu'à la semaine dernière ?» Un autre « Je suis presque sûr que sa sœur a payé son loyer pendant 1 an. » Puis il y a eu cette perle d'une femme nommée Carole, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis l'université, j'ai déjà vu ce film. Il se termine avec toi qui demande un GoFundMe et les gens qui disent non. Ce post est resté en ligne pendant 5 heures avant que Mathilde ne le supprime. Mais ça a empiré.
Alors que je sirotais un café glacé sur une balançoire de Porsche, essayant de ne rien ressentir du tout, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé passer à la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, un SMS est arrivé. Je sais que tu es en vacances. Ça doit être sympa. Ta nièce a besoin d'un appareil dentaire et je n'ai pas l'argent. Je ne te demande pas de tout payer, mais j'ai besoin d'aide. Tu peux m'ignorer, mais ne punis pas les enfants. J'ai bloqué le numéro. Cette nuit-là, j'ai appelé papa, je lui ai tout raconté. Les vacances, les emails, le SMS. Il n'a pas demandé où j'étais. Il a juste écouté. Quand j'ai fini, il a dit, ça ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne se heurtera pas à un mur. Je lui ai dit que j'en avais marre d'être son coussin. Puis il m'a dit quelque chose que je n'attendais pas, ta mère t'a demandé tous les jours. Elle n'a pas appelé parce que je lui ai dit de ne pas le faire. Confuse, mais elle commence à comprendre. Petit à petit. Je ne savais pas quoi en penser. Je ne sais toujours pas. Mais je sais ceci, quand je suis rentrée chez moi 5 jours plus tard, je me sentais comme une personne différente. Non pas parce que j'avais guéri. Non pas parce que le soleil et la solitude avaient tout réparé comme par magie, mais parce que je n'avais plus de culpabilité en moi. Quoi que Mathilde fasse ensuite, elle le ferait sans moi. Rentrer à la maison après ce voyage était surréaliste. Non pas parce que je m'attendais à ce que quelque chose change, mais parce que, pour une fois, je n'avais pas l'impression de revenir dans le chaos de quelqu'un d'autre. Pas de SMS, pas de drame, pas de Mathilde. Mon appartement était exactement comme je l'avais laissé. Calme, propre et entièrement le mien. C'était comme respirer sans bruit. Je suis retournée au travail. J'ai recommencé à dormir. J'ai recommencé à me réveiller sans vérifier mon téléphone par crainte. Même les petites choses étaient différentes. Faire les courses sans penser aux bouches supplémentaires à nourrir. Lire un livre sans qu'un SMS ne m'interrompe. Ne pas avoir besoin de garder de l'argent liquide dans mon sac, juste au cas où Mathilde aurait besoin de quelque chose. Pour la première fois depuis des années, je ne me préparais pas à la prochaine faveur, à la prochaine demande, au prochain incendie. Mais Mathilde n'a jamais aimé être ignorée, et elle n'est jamais restée silencieuse longtemps. C'est arrivé une nuit de fin février, froide et pluvieuse, le genre de nuit où l'on veut juste être en chaussettes et au calme. Je terminais de dîner quand l'interphone de mon immeuble a sonné. J'ai supposé que c'était une livraison ou peut-être une voisine enfermée dehors, mais c'était elle, Mathilde, debout devant la porte d'entrée dans un grand manteau, les cheveux mouillés, sans parapluie, et un de ses enfants à côté d'elle, frissonnant. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé la caméra pendant une bonne minute, attendant de voir si elle allait partir. Elle n'a pas bougé. L'interphone a sonné à nouveau, puis encore. Puis elle a commencé à parler dans le haut-parleur. Je n'ai pas compris grand-chose, juste mon nom répété de plus en plus fort à chaque fois. Finalement, j'ai décroché. Je ne voulais pas de scène. La dernière chose dont j'avais besoin était qu'elle frappe à la porte vitrée jusqu'à ce que quelqu'un d'autre la laisse entrer. Amélie, s'il te plaît. Je ne suis pas là pour me battre. J'ai juste besoin de 5 minutes. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai demandé ce qu'elle voulait. Elle a pris une grande inspiration, comme si elle jouait une pièce. J'ai besoin d'aide. Pas pour toujours. Juste pour un petit moment. Nous logeons chez une amie, mais ce n'est pas stable. Je cherche du travail. J'ai juste besoin de temps. Les enfants ont besoin de stabilité. Tu peux te le permettre. Pourquoi ne peux-tu pas juste être correct? Correct? Ce mot m'est resté en tête. Parce que c'est comme ça qu'elle le formule. Comme si la gentillesse équivalait à l'obéissance. Comme si l'aider faisait de moi une bonne personne et ne pas l'aider me rendait égoïste. Elle n'a pas mentionné les mois d'argent, les fêtes d'anniversaire, les cadeaux, le travail émotionnel. Elle commence toujours l'histoire à mi-chemin, comme si je n'avais rien fait. Je lui ai demandé à nouveau, quel genre de travail cherches-tu? Elle a hésité, puis a dit, je suis en train de voir. Je lui ai dit que je ne pouvais pas aider. Pas cette fois. Plus maintenant. Elle a cligné des yeux, est restée là,
comme si son cerveau ne pouvait pas traiter que le distributeur automatique disait « transaction refusée ». Puis elle est devenue méchante. Tu as changé. Tu es si amère maintenant. Tu agis comme si tu étais meilleur que tout le monde. Tu penses que tu mourras seul dans cet appartement et que quelqu'un s'en souciera. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Puis elle a sorti sa dernière carte. Tu veux savoir la vérité? Maman pense que tu es froide. Elle dit que tu te caches derrière ton argent parce que tu as trop peur d'avoir une vraie famille. Au moins, j'ai des enfants qui m'aiment. Ça m'a fait mal pendant environ 3 secondes, mais je savais ce que c'était. Elle paniquait. Elle était venue chercher de l'aide et ne l'avait pas obtenue, alors elle est allée chercher le sang. J'ai fermé la porte sans dire un mot. Je suis remontée à l'étage et je n'ai pas regardé en arrière. 1 heure plus tard, elle a posté une photo de ses enfants dormant sur le sol de quelqu'un. Légende, voilà à quoi ressemble la force, même quand la famille vous tourne le dos. Même like, même cœur, même petit cercle de personnes qui croient encore à sa version de la réalité. Mais les commentaires étaient plus calmes maintenant. Moins de défenseurs, plus de gens qui regardent que de gens qui répondent. Des jours ont passé, puis des semaines. Elle n'a pas repris contact. Pas directement, mais sa campagne de dénigrement n'a pas cessé. J'ai reçu un message d'une vieille amie du lycée me demandant si j'avais vraiment humilié mes neveux et nièces. Une autre m'a envoyé une capture d'écran d'un des posts de Mathilde, quelque chose sur la façon dont sa sœur était si désespérée de paraître puissante qu'elle en avait oublié d'être humaine. Et puis est venue la chose qui m'a presque fait rire, un GoFundMe. Elle l'a lancé avec le titre « Un nouveau départ pour moi et mes bébés ». La description, un conte de fées réécrit. Elle affirmait avoir été coupée de manière inattendue après une trahison familiale et essayait de se remettre sur pied sans compter sur des personnes toxiques. Elle demandait 10 000 euros. À la fin de la semaine, elle avait récolté 168 euros. C'est tout. C'est le moment où j'ai réalisé que j'étais enfin libre. Non pas parce qu'elle avait arrêté, mais parce que personne n'y croyait plus. Pas vraiment. Même maman n'a jamais donné suite après ce message vocal de Pâques. Plus de culpabilité. Plus de « pense aux enfants ». Juste le silence. Papa appelle toujours. Nous parlons de travail, de films, de l'endroit où il veut prendre sa retraite. Il ne parle jamais de Mathilde, à moins que je ne le fasse. La dernière fois que je lui ai demandé comment elle allait, il a juste dit « Elle blâme toujours le monde ». Mais au moins maintenant, le monde a cessé d'écouter. Je ne me sens plus en colère, ni coupable, ni même triste. Je me sens finie. Elle a dit que je regretterais d'être partie, que je regarderais un jour en arrière et que j'aurais honte de ne pas l'avoir aidée quand elle avait le plus besoin de moi. Mais chaque fois que je regarde en arrière, je vois une chose clairement. J'ai aidé pendant des années, plus que quiconque, plus que je n'aurais jamais dû. Et je n'ai pas honte de ce que j'ai arrêté de faire. J'ai honte de l'avoir laissé durer si longtemps.